L'histoire a commencé avec Akane Nishino, une célèbre actrice, conduite à l'école dans une voiture luxueuse. Malgré sa popularité, elle était contrariée par sa rencontre avec Minoru Kagino, quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Minoru continuait à prononcer son nom mal, même après qu'elle l'ait corrigé, et a finalement présenté des excuses hésitantes. Akane cachait un passé troublé aux autres et agissait amicalement pour éviter les conflits avec ses camarades de classe. Lorsque le chauffeur d'Akane ne répondit pas, elle décida de marcher seule, inconsciente qu'elle marchait dans un piège dangereux tendu par des ravisseurs. Alors que la nuit tombait, la dernière personne qu'elle vit était Minoru. Mais étonnamment, Akane se réveilla, pour se retrouver capturée, avec les ravisseurs, demandant une grosse somme d'argent pour sa libération. Cependant, Minoru, déguisé en tueur de bandits, apparut soudainement et défie rapidement les ravisseurs, sauvant Akane et leur lançant un avertissement sévère avant de disparaître. Le lendemain, Minoru s'adressa correctement à Akane, ce qui renforça leur lien, alors qu'elle commençait à découvrir son identité secrète. La nouvelle de la supposée mort de Minoru se répandit comme une traînée de poudre, laissant tout le monde choqué jusqu'au plus profond de son être. Mais accrochez-vous bien, mesdames et messieurs, car Minoru n'en a pas fini. Il se lève des cendres tel un phénix renaissant, prêt à faire un retour plus grand et audacieux que jamais. Attention, monde, car Minoru est en mission. Le destin ferait mieux de se méfier, car Minoru a des comptes à régler. Il a rassemblé un groupe de personnes avec des capacités magiques, formant une organisation pour se préparer à une mission importante. Alpha a fidèlement rapporté à Sid, qui avait repris son nom d'origine, confirmant que toutes ses visions s'étaient réalisées. Ces visions ont conduit à la découverte de textes anciens contenant des mystères, des références à une entité puissante appelée Diablos. Dans un flashback vivace, Sid se souvint de son passé, et comment il est devenu l'héritier du baron Kagino. La famille Kagino était célèbre pour produire des chevaliers noirs puissants qui étaient habiles tant en combat qu'en magie, tandis que la sœur talentueuse de Sid, Claire, recevait beaucoup d'attention et d'attente. Sid choisit de rester dans l'ombre, cachant ses véritables capacités. La nuit, Sid combattit habilement des bandits, accumulant richesses et trésors grâce à sa maîtrise de la magie et de l'épée. Un soir, il rencontra une créature magique qu'il ramena pour observation. Après un mois, il a réussi à supprimer la magie de la créature, révélant qu'il s'agissait d'un elfe. Sid a habilement fait semblant de lever la malédiction de l'elfe, apprenant sur de véritables héros qui luttaient contre Diablos et avertissant d'un plan de secte pour ramener le démon à la vie. Donc, ce type, Sid, qui se fait appeler Shadow parce que, eh bien, ça sonne bien, je suppose. Il recrute un elfe, maintenant appelé Alpha, parce que, pourquoi pas, il forme Shadow Garden, ce qui ressemble à un nom rejeté pour un groupe. 3 ans plus tard, la sœur de Sid, Claire, disparaît, alors qu'elle se prépare pour un bal de l'académie chic. Claire classique, toujours en train d'ajouter du drame. Peut-être qu'elle a trouvé un passage secret dans son placard. Qui sait? L'associé de Sid, Beta, lui a dit qu'Alpha était en mission pour trouver Claire, qui aurait été kidnappée par un membre senior du culte Diablos. Shadow Garden a trouvé la base cachée où le vicomte Grise gardait Claire prisonnière. Bien que Claire ait essayé de s'échapper brièvement, elle a été submergée et capturée à nouveau. Alpha a gravement blessé Grise, qui s'est enfuie après avoir utilisé une potion d'amélioration de force. Grise a ensuite affronté Shadow et a été facilement vaincu. Le lendemain, alors que Claire partait pour l'académie Mingé, Alpha a dit à Sid qu'il était temps pour eux de se séparer, ce qui surprit Sid avec la nouvelle. À l'âge tendre de 15 ans, Sid a navigué sans effort dans les couloirs de l'académie Mingé, cherchant à maintenir une faible présence tout en forgeant des liens avec Yoro et Jaga. Cependant, un test raté a entraîné un tournant inattendu des événements. Sid s'est trouvé contraint de confesser ses sentiments à la populaire Alexia Mingé. En anticipant le rejet, il fut surpris quand Alexia non seulement a répondu à ses sentiments, mais a aussi propagé des rumeurs sur sa nouvelle réputation. À la surprise de Sid, Alexia l'a même rejoint pour le déjeuner, défiant la convention en optant pour la section inférieure moins bondée. Donc, Sid essaie de garder son calme, n'est-ce pas? Mais voilà qu'Alexia arrive, et tout d'un coup, il trébuche sur ses propres pieds, à la fois au sens figuré et au sens littéral. Allez, Sid, reprends-toi. Il essaie de jouer les durs à obtenir, mais il finit juste par être difficile à regarder. Mais Alexia, oh, elle reste imperturbable. Elle pense probablement, waouh, ce gars est un vrai désastre. Je veux dire, qui ne serait pas diverti à voir quelqu'un essayer de manger si maladroitement, exprimer un désir d'apprendre le tir à la corde royale et l'escrime. À ses côtés, Alexia a aidé Sid à rejoindre la section 1, sous la tutelle de l'instructeur d'escrime, Zenon Griffet. Tout en perfectionnant ses compétences, Sid ne pouvait s'empêcher de remarquer la technique impressionnante d'Alexia, bien qu'elle manquait d'une certaine finesse. Lorsqu'il entendit Alexia se désigner comme sa petite amie, Sid l'affronta, soupçonnant qu'elle l'utilisait pour échapper à son engagement envers Zenon.
Malgré la tension, Alexia persuade Sid de maintenir la façade. Au fil du temps, Alexia confia à Sid ses griefs à propos de Zenon. Lors d'un voyage en train, elle observa le style d'escrime anormalement agressif de Sid et exprima son désir d'imiter sa sœur, Iris, gagnant ainsi le surnom de l'escrimeuse ordinaire. Sid, luttant avec ses propres complexités morales, admirait les compétences distinctes d'Alexia en escrime, même si elle n'était pas largement appréciée. Après leur voyage en train, Alexia fit ses adieux à Sid. Plus tard, Yoro et Jaga s'excusèrent auprès de Sid de l'avoir impliqué dans la situation. Cependant, en arrivant à la porte de l'école, Zenon et ses amis accusèrent Sid, Yoro et Jaga d'avoir été les derniers à être vus avec Alexia avant sa disparition. Se réveillant dans une cellule morose, Alexia se retrouva liée et face à un codétenu grotesque. Avant longtemps, un médecin sinistre entra, nourrissant des plans d'extraire son sang pour le but de ressusciter un démon malveillant. Pendant ce temps, Sid endurait un interrogatoire brutal, ses ravisseurs désespérés de trouver la moindre trace d'Alexia. Étrangement, il tirait un plaisir pervers de ce nouveau rôle, savourant sa transition inattendue dans l'ombre, reléguée à un simple personnage de fond. Zenon, troublé par la culpabilité liée à l'enlèvement d'Alexia, a rencontré Iris et a présenté des preuves douteuses qui impliquaient Sid, malgré son niveau de compétence inférieur. Finalement, Iris a libéré Sid mais l'a surveillé de près. Lors de son trajet en train vers chez lui, Sid a repéré 2 silhouettes suspectes à ses trousses. Lors d'une rencontre cruciale, Alpha les a neutralisées et chuchotait à propos d'un rendez-vous ultérieur avec Sid. En rentrant chez lui, Sid découvrit qu'Alpha l'attendait déjà. Ils se plongèrent dans les détails de l'enlèvement d'Alexia par le culte du Diablo. Et bien qu'Alpha propose d'éliminer ceux qui l'avaient interrogé, Sid insista sur le fait qu'ils faisaient simplement leur devoir. Shadow, dévoilant son somptueux repère, accueillit Beta, qui dévoila un plan pour frapper les SS Fenrir avec une force redoutable. Sid révéla son intention de prendre la place de Delta dans l'opération. Dans une ruelle sombre, Sid affronta 2 chevaliers tentant de le piéger et de l'appréhender, les éliminant sans effort. Pendant ce temps, le docteur a informé Alexia d'un événement imminent, mais elle avait des doutes quant à la possibilité que les chevaliers recourent à des mesures létales sans raison. En injectant un sérum dans la créature humanoïde, une transformation dramatique s'est ensuivie, entraînant la mort du docteur et la nouvelle liberté d'Alexia. En rencontrant Xénon, il a révélé son implication dans l'établissement et son intention de sécuriser le 12e siège lors des rondes grâce à son sang. C'est le moment de l'affrontement. Xénon lance des pics à Alexia, l'appelant la fencing ordinaire. Aïe, ça fait mal. Mais juste au moment où les choses s'intensifient, et elles font sur lui. Sid, embrassant sa personnalité ombre comme un boss. Parlons d'une entrée. Voyons comment cela se déroule. Xénon a identifié Shadow comme celui qui s'en prenait au culte. Malgré les prétentions de Xénon d'avoir de puissants pouvoirs, Shadow a facilement esquivé ses attaques et s'est moqué de son arrogance. Pendant ce temps, une présence dangereuse menaçait la ville, forçant les chevaliers à évacuer les gens. Leurs efforts pour combattre la créature étaient inutiles car elle continuait à se soigner. Même Iris ne pouvait pas blesser la bête. Juste au moment où cela semblait désespéré, Alpha est apparu et a transformé la créature en un humain, révélant qu'il faisait partie de Shadow Garden. Xénon ne retient pas ses coups. Il prend quelques pilules rouges et bam, soudain il est le 3e réveillé. Parlons d'une montée en niveau en plein combat. Ça doit être un sacré jus de puissance dans ces pilules. Mais bon, Shadow n'est pas du genre à reculer devant un défi. Cependant, la supériorité de Shadow était claire, brisant sans effort l'épée de Xénon et lançant une attaque puissante qui a choqué tous ceux qui regardaient. Le lendemain, Alexia a parlé à Sid de l'extraordinaire des événements et a demandé le statut de leur relation. Mais il l'a rejeté, et a fini par partir si en colère qu'elle a même lancé une attaque. Plus tard, un meurtre atroce appelé le meurtre sans corps a été découvert derrière l'école, ajoutant au chaos. En même temps, Shadow Garden a appris de l'ETA que quelqu'un prétendait être eux et prenait les choses en main. Iris a découvert l'implication du culte et a formé une nouvelle équipe avec Glenn et Marco pour enquêter plus avant. Elle leur a également montré un artefact mystérieux, soulignant la nécessité de comprendre son but. Au milieu de tout cela, Sherry Barnett rencontre Sid, qui portait encore les marques de l'attaque d'Alexia. Yoro et Jaga interrogent Sid sur son temps passé avec Alexia, mais rien de significatif n'est ressorti. En parallèle, Iris confie à Sherry un objet mystérieux pour analyse, assurant sa sécurité auprès de l'ordre cramoisi. Alexia offre son aide, que Iris accepte gracieusement. La nuit tombe, et notre trio, composé de Sid, Yoro et Jaga, est en mission pour des chocolats. Parce que, vous savez, les priorités. Mais ils ne se promènent pas simplement. Non, ils sont sur le qui-vive, grâce à de juteuses rumeurs concernant un individu louchant dans les parages de la ville. Dans la boutique, Sid rencontra Gamma, qu'il avait recréé avec ses talents. Impressionné,
Sid apprit qu'une enquête était en cours concernant une personne se faisant passer pour le Jardin des Ombres. Il fit des allusions discrètes aux soupçons à l'égard d'Alexia, feignant de connaître l'imposteur. Gamma présenta un nouveau membre, nu, avant que Sid ne s'excuse abruptement, laissant Yoro et Jaga derrière lui. En parallèle, Alexia rencontra deux individus venus du Jardin des Ombres. Mais Sid, Disguise the Shadow, intervint. Ils apprirent une perte de communication avec des marionnettes et l'urgence de récupérer quelque chose de crucial. Plus tard, Alexia s'est confiée à Iris au sujet de l'opposition de Shadow au culte des Diablos. Pendant le trajet en train vers l'école, Yoro et Jaga ont essayé d'impressionner les filles avec des chocolats, avec un succès limité. Sur un coup de tête, Sid a donné son chocolat à la première fille qu'il a vue, qui s'est révélée être Sherry. Étonnamment, Sherry a immédiatement reconnu Sid. Plus tard, chez elle, le père de Sherry, Ruslan, a expliqué la signification du cadeau, conduisant à un moment émouvant entre père et fille. Reconnaissante d'avoir été adoptée dans une famille aimante, Sherry a exprimé sa gratitude à Ruslan. Dans les jours qui ont suivi, Sherry s'est surprise à penser à son crush, Sid, rougissant au souvenir du chocolat que son père lui avait offert. Elle ne pouvait pas chasser ses pensées de lui. Sid s'occupait tranquillement à l'école quand soudain, il a un ombre sous la forme de Sherry qui le suit partout. Mais elle n'est pas là juste pour discuter des dernières rumeurs. Non, elle dévoile des informations sérieuses sur le célèbre culte de Diablos et leur manigance de lavage de cerveau. Et si cela ne suffisait pas, Sherry n'est pas exactement ravie de rejoindre le tournoi Bushi. Pourquoi? Parce qu'elle a révélé les actes abominables du culte qui enlève des orphelins. Parlons d'un tue l'ambiance pour l'atmosphère du tournoi. Sid a plus que ses devoirs à s'inquiéter maintenant. Sid a réalisé que Shadow Garden n'était qu'un appât. Motivé par cela, il a décidé de participer au tournoi, pour montrer son rôle de personnage secondaire. Pendant ce temps, réfléchissant à sa vie avant sa transformation, Sherry se sentait reconnaissante pour l'intervention de Shadow. Lors des tours préliminaires du tournoi, Claire est sortie victorieuse de son match, suscitant des paris parmi les étudiants sur les combats. À court de fond, les amis de Sid espéraient son succès. Le combat entre la présidente de l'école Rose et Sid a commencé. Résolu à prouver sa valeur en tant que meilleur personnage de fond ordinaire, Sid s'entraînait sans relâche. Employant une tactique stratégique, il a permis à Rose de infliger une blessure sérieuse en faisant éclater une poche de ketchup. Dévoilant sa technique secrète, le tornade sanglante, il était fier de son performance parfaite en tant que personnage secondaire. La détermination de Sid à mettre en avant ses techniques de fond malgré des défaites répétées a surpris tout le monde. Finalement, déclaré perdant, Sid a déçu ses amis qui avaient perdu leurs économies en pariant sur lui. Cependant, Sherry a loué son combat et l'a invité à prendre le thé, marquant le début de leur amitié. Entre-temps, Sid a appris que le père de Sherry était le professeur Ruslan Barnett, ancien champion du festival Bushin. Plus tard, Luther a demandé à Sid de veiller sur Sherry, qui manquait d'amis en raison de son dévouement à la recherche. Sherry a rendu visite à Sid à l'hôpital, révélant ses sentiments pour lui. Autour d'un café, Sherry a appris la rupture de Sid avec Alexia et lui a exprimé sa gratitude pour le café. 5 jours plus tard, Sid est retourné à l'école, surprenant Rose. Le culte de Diablos a frappé à nouveau, piégeant l'école de Meager avec un artefact étrange. Sherry a remis en question le confinement, tandis qu'Alexia découvrait les capacités magiques cachées des membres du personnel. Des malfrats masqués ont attaqué, prétendant venir de Shadow Garden, mais Rose a résisté. Dans le chaos, Sid s'est sacrifié pour sauver Rose, la laissant abasourdie. Rose, initialement choquée par le sacrifice de Sid, comprit bientôt sa motivation à prouver qu'il était le personnage d'arrière-plan parfait. Reconnaissante pour son intervention, elle se sentait redevable envers lui. Tous les étudiants furent rassemblés dans l'auditorium comme des otages. En parallèle, Sid, secrètement un personnage principal surpuissant, s'est réanimé en utilisant de la magie, fier d'avoir utilisé la technique du cœur brisé en 10 minutes. Malgré une magie compromise, il l'a utilisée. Sherry, totalement inconsciente du chaos, est plongée dans l'étude de l'artefact du culte de Diablos. C'est typique de Sherry. Classique mouvement de Sherry. Mais oh là là, voici le criminel Rex, exigeant son pendentif comme si c'était le dernier accessoire à la mode. Parler d'une urgence mode. Espérons que Sherry a quelques mouvements d'autodéfense dans sa manche. Le vice-commandant Glenn est intervenu, impressionnant Rex. Marco ordonna à Sherry de fuir. Sid se prépara à exécuter son plan, agacé par le manque de style du criminel. Utilisant son slime comme un tireur d'élite, il les élimina. Sid remarqua Sherry et décida de l'aider. La protégeant, il la guida vers la sécurité. Remettant l'artefact œil de Vegapunk à Sherry,
elle expliqua sa capacité de programmation. Elle manquait d'outils de décodage pour la désactivation. Sid proposa de les récupérer. Rex affronta la colère de son patron. Averti de camarades vaincus, il chercha Sherry, découvrant que ses alliés manquaient. Confronté par Sid, Rex activa son pouvoir dans une barrière magique mais ne fut pas à la hauteur. Confus et vaincu, Rex réalisa qu'il avait été surpassé. Sid porta le coup final. Mew trouva les chevaliers vaincus de l'ordre Crimson et sentit son maître, Shadow Sid. Sid a appris que seules les 7 ombres pouvaient se battre, Gamma manquant de compétences en combat. Gamma était confiant dans la restauration de la magie, tandis que Mew jurait d'attendre les ordres de Shadow. Sid a révélé son plan pour neutraliser l'artefact, gagnant l'admiration de Mew. Pendant ce temps, Iris et ses chevaliers se préparent pour une mission de sauvetage pour sauver les étudiants piégés. C'est comme quelque chose tout droit sorti d'un conte de fantaisie médiévale, sauf que, vous savez, avec des smartphones et tout ça. Shadow Garden observait discrètement, attendant des ordres tandis que Sherry réussissait à décoder l'artefact, découvrant un passage secret vers l'auditorium. Alors qu'ils faisaient leur chemin à l'intérieur, Sherry réfléchissait à la tragédie de sa mère. Meurtre par Luther, tout en restant pleine d'espoir pour la sécurité de son père. Reconnaissante pour les soins de Luther. Pendant ce temps, une attaque d'étudiants a échoué, incitant Rose à reconnaître les sombres perspectives auxquelles il faisait face. Des coups de feu ont éclaté, instillant la panique parmi les étudiants. Déterminée à sauver tout le monde, Sherry a atteint l'auditorium, activant son artefact pour dissoudre la barrière, permettant à Rose et aux étudiants de riposter. Au milieu du chaos, Rose décide qu'il est temps de faire face à la musique et de confronter le chef du culte des Diablos. C'est comme quelque chose sorti d'un soap-opéra ringard, mais bon, nous sommes là pour ça. Pendant ce temps, Shadow et son équipe, aka Shadow Garden, ne sont pas du genre à rester inactifs. Ils lancent une contre-attaque complète, prenant les méchants par surprise et leur montrant qui est le patron. On dirait que les rôles se sont inversés, et Shadow mène la charge comme un véritable héros. Allez l'équipe Shadow. Cependant, alors que l'auditorium était englouti par les flammes, Shadow commença à soupçonner l'implication du leader ennemi et disparut. Au milieu de ce tumulte, Iris arriva sur les lieux, témoin du triomphe de Shadow Garden. Pendant ce temps, dans le tunnel, Sherry se lança dans une quête pour retrouver son père, Luther, qui a été vu en train de brûler des documents. Confronté par Sid, Luther a fait face à des questions sur son allégeance à l'organisation néfaste. Malgré être affligé d'une maladie et cherchant un remède dans l'artefact, Luther a admis avoir exploité Sherry tout en nourrissant des désirs de pouvoir, comprenant les motifs et les intentions de Luther. Ayant réalisé que toute discussion supplémentaire était vaine, Sid a choisi de se battre contre Luther, en permettant sciemment sa défaite pour montrer son habileté en tant que personnage secondaire. En prenant sa forme d'ombre, Luther a activé l'artefact magique, aspirant à devenir le Power Ranger rouge. Cependant, l'artefact l'a transformé en une entité monstrueuse. Malgré les assauts incessants de Luther, Shadow a enduré sans effort, imperturbable dans sa détermination. Indifférent, Luther s'est confronté à Shadow, l'accusant de ternir la réputation du Jardin des Ombres. Shadow décide qu'il est temps de montrer ses cartes et révèle sa véritable forme monstrueuse. On parle d'un moment qui envoie la mâchoire au tapis, mais bon, les temps désespérés exigent des mesures désespérées, non? Et juste quand on pense que les choses ne peuvent pas devenir plus folles, Shadow donne tout ce qu'il a et décisivement met fin à la confrontation en neutralisant Luther, le grand méchant, et en détruisant une fois pour toutes cet artefact ennuyeux. Sherry a trouvé son père décédé, et Shadow a choisi de ne pas révéler la vérité, anticipant sa possible rancœur. Peu après, une prime a été mise sur la tête de Shadow et de ses alliés, ce qui a conduit Alpha à croire que la prétendue villanée de Shadow visait à protéger le monde, lui valant son admiration. Plus tard, Sherry s'est dit au revoir à Shade à l'école, en partageant son projet de quitter le pays. Sid lui a souhaité bonne chance, espérant une meilleure compréhension entre eux. Quand Shade lui a demandé ses objectifs, Sherry est restée silencieuse. En quittant Midgar, Shade sentit la soif de vengeance persistante de Sherry. L'école gisait en ruine partielle alors que les vacances d'été commençaient, la plupart des étudiants partant. Cependant, Sid est resté dans la capitale pour poursuivre sa mission de la chasse aux criminels dans l'ombre, cachée de sa sœur. La lettre d'Alpha a révélé sa prochaine affectation à Lindworm. Parallèlement, Shadow Garden se préparait pour leur mission. Epsilon s'est camouflé avec de la bave magique, se souvenant des conseils de Shadow. Shadow a affronté Xenon lors d'une confrontation où Beta a été enlevé. Beta, se sentant démotivé, a rencontré Epsilon qui a révélé ses sentiments amoureux pour Shadow, déclenchant une rivalité. Iris et Alexia sont allés faire du shopping, avec Iris étant une invitée spéciale au
procès de la déesse et Alexia achetant des vêtements pour le nouveau. Gamma a aidé Alexia tout en remarquant son crush sur un garçon. Pendant leur shopping, elles ont trouvé la dernière collection de strings de Victoria's Secret. Alexia a convaincu Iris d'en acheter, les considérant comme une arme secrète pour le combat, ce qui a conduit Alexia à en acheter beaucoup. Après l'attaque de l'école, Rose s'est précipitée à elle. Hôpital et a été soulagée de trouver Sid en vie. Réaliser que Sid possédait l'NP série a approfondi les sentiments de Rose pour lui, la conduisant à tomber amoureuse de lui. Quelques jours plus tard, Sid et Rose embarquèrent pour un voyage en train vers la Terre sacrée. Rose discuta avec enthousiasme de leur projet, mais Sid hésita quand elle envisagea un avenir ensemble, conscient de son harem. Sid essaya d'éviter Rose, utilisant même ses pouvoirs de Spider-Man, pour se cacher d'elle la nuit, mais elle resta persistante. Le lendemain, Rose partagea une légende sur Hiro Oliver et le démon Diablos. Plus tard, ils découvrirent Natsumi, l'auteur préféré de Rose, animant une séance de dédicace. Sid reconnut Natsumi comme Beta de son ancien monde. Écrivain talentueux, Sid crut d'abord que quelqu'un de son ancien monde avait été réincarné quand il reconnut toutes les histoires. Cependant, il découvrit bientôt que Beta, un ami de sa vie passée, était l'auteur célèbre. Plus tard, Rose montra à Sid une lettre personnelle signée par Natsumi, et en examinant de plus près, il découvrit un message en japonais laissé par Beta. En parallèle, Alpha est sur une mission pour découvrir la vérité sur le prétendu grand héros, Oliver. Ça sent la conspiration en train de mijoter, chaude. Alpha a ce côté détective qui se dégage fortement, soupçonnant qu'il y a plus à Oliver qu'il n'y paraît. Et juste quand les choses ne pouvaient pas devenir plus mystérieuses, Alpha visait une porte mystérieuse qui est sur le point de s'ouvrir. Tout en admirant la vue de la ville, Sid aperçut un assassin du culte de Diablos. Dans une course effrénée, il bloqua habilement l'attaque de l'ennemi avec un morceau de bois. Epsilon apparut, et Sid apprit le succès de la mission. Ensemble, ils s'occupèrent des hommes de main. Sid informa ensuite Epsilon de ses propres projets, préparant le terrain pour l'excitation et le mystère. Le lendemain, Sid attendait avec impatience son bain thermal, se déshabillant avec enthousiasme. Alors qu'il se baignait dans la source chaude, il fut surpris de trouver Alexia, son béguin, également présent. L'ignorant, Sid profitait de son bain, apparemment indifférent. Alexia, une invitée spéciale pour l'épreuve de la déesse, informa Sid des anciens guerriers participant à l'événement. Malgré sa tentative de le recruter dans les Chevaliers Crimson, Sid refusa. Taquinant Alexia de manière ludique, Sid montra ses compétences, prétendant être la réincarnation de Johnny Sims, ce qui l'impressionna. Dans les jours qui suivirent, l'archevêque Nelson annonça l'épreuve de la déesse, attribuant les pouvoirs d'Oliver à la déesse Béatrix. Alexia nourrissait du ressentiment envers Nelson pour son une enquête futile et remarqua des hommes acclamant Beta, se sentant jalouse de la relation perçue entre Beta et Maître Shadow. Alexia l'a confrontée. Pendant ce temps, Rose restait inconsciente de la tension grandissante entre Alexia et Beta. L'épreuve de la déesse commença, et Nelson activa une barrière de protection, appelant des guerriers anciens par la porte du sanctuaire. Sid se retrouva annoncé de manière inattendue comme un challenger pour invoquer un guerrier ancien. Choisissant l'option 3 pour éviter une punition, il détourna l'attention du public avec une boule spirituelle. Se transformant en Shadow, l'homme le plus recherché du royaume, il révéla le secret de Nelson. Alliance avec le culte de Diablos pendant le défi. Aurora et Shadow sont engagés dans une bataille épique, mais il devient rapidement clair que Shadow n'est pas un chevalier noir ordinaire. C'est comme le Michael Jordan de l'escrime, bloquant sans effort chaque mouvement d'Aurora. Parlons de compétences, et juste au moment où vous pensez que cela ne pourrait pas devenir plus intense, Shadow exécute le coup ultime, défaisant Aurora d'un seul coup décisif. Mais ce n'est pas tout. Sa victoire ouvre un cercle magique, révélant une porte vers la terre sacrée. Voyons où cette porte mène. Incapable de résister, Sid entra par l'une des portes. Pendant ce temps, Epsilon vainquit les gardes de l'église, tandis qu'Alpha se dirigeait vers le portail avec Delta. Nelson divulgua l'accès restreint au sanctuaire. Mais Epsilon insista pour attendre jusqu'à ce que la porte se ferme. Soudain, un assassin l'attaqua, révélant le déguisement d'Epsilon. Enragée par l'attaque, elle vainquit rapidement l'ennemi. Dans le sanctuaire d'Olivier, Alpha se demanda la ressemblance entre Olivier et elle-même. Shadow Garden soupçonnait que le culte de Diablos avait un agenda caché, les incitant à ouvrir une porte secrète. Pendant ce temps, Sid et Aurora, ayant trouvé un respect mutuel lors de leur récent combat, ont décidé de collaborer pour s'échapper de la dimension prison restrictive en magie. Le groupe d'Alpha s'est aventuré dans un laboratoire niché dans les souvenirs d'Olivier, découvrant les cruelles expériences menées par le culte de Diablos sur des enfants enlevés. Témoin d'un souvenir troublant où une fille ressemblant à Aurora était en larmes. Aurora,
quelque peu désinvolte, gifla la fille. Alpha a expliqué la compatibilité d'Olivier avec les cellules de Diablo et l'effort du culte pour implanter des cellules de démons dans des enfants innocents. Malgré la résistance de Nelson à reconnaître la vérité, d'autres souvenirs a révélé les ravages causés par le bras tranché de Diablo, qui avait été scellé à l'aide d'artefacts puissants. Alpha a expliqué l'ambition du culte de tirer parti de la force vitale des cellules de Diablo, ce qui était entravé par des réactions indésirables au supplément. Leur enquête les a amenés à découvrir l'implication de Nelson dans la création d'un objet surnommé le battement de Diablos. Cependant, Alpha a détecté des défauts dans sa conception, tandis que Alexia taquinait joyeusement Nelson au sujet de sa calvitie. Soudain, et de manière choquante, Delta s'est retourné contre Alpha, le jetant sans ménagement dans une rivière, laissant planer le doute sur la survie d'Alpha. Au milieu du chaos, Nelson subit une transformation monstrueuse, ajoutant à la tourmente. Dans un retournement de situation inattendu, ils se retrouvèrent brusquement transportés dans une autre dimension, séparés d'Epsilon et du reste du groupe. Nelson sort son sac de tours et commence à se cloner à gauche et à droite. Mais Delta n'en a rien à faire. Elle dit, sérieusement, mec, et se lance dans une attaque à part entière contre tous les clones. D'autres clones émergent, déterminés à la tuer, mais Nelson précise que la pièce drainait leur pouvoir et Delta vise à les éliminer. Aurora trouve Sid agissant étrangement dans une pièce sombre, avant qu'il ne soit transporté sur un champ de bataille. Elle l'a aidé à se relever, et ils ont cherché une sortie du sanctuaire. Sid s'est demandé pourquoi Aurora revenait à un état d'enfant pleurant, l'incitant à brandir une épée contre son ancien moi. Des zombies ont attaqué, Sid sauvant Aurora, réalisant qu'ils se multipliaient comme un virus. Pendant ce temps, Epsilon et son équipe ont rencontré un monstre, qui s'est transformé en une fille révélant qu'ils étaient des souvenirs. Ils ont décidé de documenter les victimes d'expérience, mais leur magie a échappé à tout contrôle, forçant Epsilon à dissimuler ses seins artificiels. Sid, s'appuyant sur les arts martiaux, a conduit Aurora à travers des zombies en combat. Ils ont trouvé une épée magique scellée au centre du sanctuaire. Delta, en combat avec Nelson, a révélé sa maîtrise sur le mana de son clone. Nelson, stupéfait, a fait face à la défaite, réalisant la force de Delta. Sid a appris qu'il devait détruire la porte scellée pour atteindre le noyau magique derrière elle. Aurora a suggéré d'utiliser l'épée coincée dans le sol, bien que Sid manquait d'autorisation pour l'enlever. Pendant ce temps, Alexia doutait de l'allégeance de Delta au Jardin d'Ombre, en raison de son style de combat peu conventionnel. Eh bien, on dirait que Nelson se sent la chaleur après les victoires incessantes de Delta. Alors, que faire quand on est dans le besoin? Bien sûr, demander un peu d'aide. Et qui mieux qu'Oliver pour appeler, qui ressemble étrangement à Alpha? Coïncidence? Je ne pense pas. Epsilon a terminé son enquête, ce qui a poussé Alpha à prévoir une retraite pour couper la source d'alimentation. Nelson, redoutant de rencontrer Delta à nouveau, a ordonné à Oliver de l'accompagner. Sid a découvert la disparition imminente d'Aurora après avoir détruit le noyau. Nelson est arrivé, affirmant qu'il ne pouvait pas briser la porte scellée, déclenchant une confrontation. Sid a testé la force d'Aurora, se laissant frapper, surprenant Nelson. Oliver a mortellement blessé Sid, qu'il a accusé de manquer de cœur. Aurora est intervenue, croyant que Sid agissait par amour pour elle, ce qui a conduit à la confusion. Aurora a supplié Nelson d'épargner Sid, mais il a insisté pour gagner le combat. Sid a souri, attirant Oliver dans un piège en mordant son cou, la vainquant. Il a révélé sa capacité à déplacer des organes pour survivre à des attaques mortelles et un point vulnérable sur le cou. Nelson a convoqué une armée de clones d'Oliver, mais Sid a libéré sa magie, surprenant Nelson. Sid a combattu les clones tout en planifiant de détruire le sanctuaire pour éradiquer le noyau. Il a lancé un sort provoquant une puissante explosion, impliquant Shadow Gordon. De retour dans le monde réel, Aurora s'est excusée auprès de Sid pour lui avoir menti et l'a remercié pour l'avoir sauvé, lui laissant un message chuchoté. Alexia et Rose ont une conversation profonde sur leur rôle d'observatrice. Des choses profondes, n'est-ce pas? Mais ensuite, Beta arrive avec une idée brillante. Pourquoi ne pas s'allier et creuser plus profondément pour découvrir les vérités du monde? Alors, ils décident de s'unir et de créer une organisation, animée par toutes les informations croustillantes qu'ils ont rassemblées. Attention, secret, ils arrivent pour vous. Votre phrase contient un mélange de langues et des annotations. Pour traduire correctement, veuillez clarifier le sens exact de ce que vous souhaitez exprimer. Le lendemain matin, Alpha a été informé que l'épée magique et le cœur avaient disparu, et Beta aidait la princesse à infiltrer le Crimson Zord. Alpha a également appris qu'Aurora, connue sous le nom de sorcière, était en réalité le démon Diablos. En parallèle, Gamma prévoyait d'acheter des biens immobiliers dans l'Empire de Balta, négociant une affaire avec un agent immobilier en utilisant ses compétences commerciales. Avec l'aide des nouvelles, Gamma a finalisé les préparatifs et a décidé d'acheter plusieurs propriétés dans la rue
Quelques jours plus tard, les membres de Shadow Gordon Corps attendaient le retour d'Alpha, se remémorant l'atmosphère accueillante que Sid appréciait. Alpha a discuté de son plan pour démanteler le culte de Diablos, Sid proposant d'entraîner les filles aux techniques de combat. Pendant ce temps, Alexia a mis à jour Iris dans un spa sur les événements récents au pays sacré, suggérant une enquête sur les enseignements divins. Iris a noté l'importance du prochain festival Bushin, car gagner attirerait plus de soutien de l'ordre des chevaliers. Alexia a compris la détermination d'Iris à gagner le Bushin festival malgré l'éventuelle interférence de Shadow Gordon. Iris, se sentant honteuse d'avoir perdu la confiance de l'ordre des chevaliers, jura de sortir victorieuse à tout prix. Plus tard, Alexia évita de discuter de son allégeance à Shadow Gordon lorsqu'on l'interrogea. Pendant ce temps, Rose s'entraînait à l'escrime, frustrée par son incapacité à reproduire les attaques de Shadow. Sensing quelque chose d'anormal dans son corps, elle observa les puissants guerriers se rassemblant pour le festival. Sid prévoyait d'entrer dans le tournoi déguisé en faible pour surprendre ses adversaires. Gamma, heureux de voir Sid, découvrit son plan, et a suggéré de se déguiser en Jimmy Neutron. Elle a utilisé une crème transformative pour altérer son apparence de manière drastique. Anaros, qui avait convoqué un guerrier ancien, a conseillé à Sid de ne pas entrer dans le festival, mais il a persisté, confiant dans son plan. Malgré les avertissements de Quentin, un guerrier fort, Sid est resté déterminé à gagner le tournoi en tant que nouvel arrivant inattendu. Alors, Sid décide de prendre la voix haute et s'abstient de se battre avec Quentin, jouant la carte du « je ne vais pas me battre ». Des mouvements d'échec de Sid. Mais voilà Anaros, notre passionné du festival, qui dit « Non, laisse-le faire ». Dada montre cette intensité de festival. Donc, même si Anaros aurait pu arrêter le combat, elle décide de le laisser se dérouler, espérant que Sid comprenne les vibrations hardcore du festival. Que les jeux commencent, je suppose. Cependant, elle se rend compte qu'il n'est pas blessé, reconnaissant sa véritable force. Sid prévoyait de s'inscrire au festival Bushan, malgré son image étrange. Dans un restaurant de burgers, il a laissé entendre qu'il allait révéler son véritable pouvoir lors du climax du tournoi. Yo, cherchant de l'argent pour des paris, a été rejeté par Sid, qui lui a montré un pendentif avant de partir. Plus tard, Sid est rentré chez lui avec des cheeseburgers, où Rose a révélé ses plans de rencontrer son père et son engagement avec un futur fiancé. Elle a expliqué son éducation en tant que princesse et son désir de suivre le chemin de l'épée, malgré les attentes de la société. Sid lui a fait ses adieux, offrant son dernier cheeseburger. Le lendemain, lors des manches préliminaires, Yoro a collecté des données de combat et a supplié Sid de lui donner de l'argent. Golden Jill, une légende invaincue, a affirmé qu'il gagnerait le tournoi grâce à sa capacité à évaluer les niveaux de pouvoir des combattants. Lorsque le combat de Sid a été annoncé, Jill a mal jugé la force de son adversaire, ce qui a conduit à une surprise lorsque Sid a rapidement défait Gonzalez. Jill s'attendait avec confiance à battre Sid lors de l'événement principal. Sid est revenu sans être remarqué par Yo, réalisant que Rose pouvait suivre ses mouvements. Pendant ce temps, Yo a rendu visite à Sid avec des nouvelles de Rose qui a poignardé son fiancé et s'est enfui, provoquant l'inquiétude de Beta et Alexia. Le royaume d'Oriana cherchait à gérer la situation de Rose en interne, suscitant des soupçons de la part d'Alexia tandis que Rose évitait les chevaliers qui la chassaient. Alexia, déterminée à trouver Rose, était frustrée par la réticence de Beta à s'impliquer. Ils se sont disputés à propos de leur engagement envers l'esprit d'équipe, Alexia étant inflexible sur le fait de ne pas abandonner leur amie. Alexia a décidé de chercher des conseils à sa sœur, tandis que Beta comptait la ralentir avec des informations fabriquées. Plus tard, en apprenant les liens possibles de Rose avec la secte des Diablos, Alexia est partie à sa recherche. En parallèle, Sid, en préparation pour son combat, a rencontré Béatrix, Alphazan, qui l'a attaqué. Sid a fait semblant d'être faible, surprenant Béatrix avec sa résilience. Quentin et Anaros ont discuté de la victoire de Jimmy, soupçonnant qu'il possédait des capacités extraordinaires. Le combat de Golden Jill a commencé, Anaros notant son record invaincu contre des adversaires plus faibles. Quentin est tout excité, prêt à voir de quoi Jimmy est capable. C'est comme un affrontement dans le Far West, sauf avec de la magie et tout ça. Alors que le combat commence, Jimmy sort des trucs sérieux, utilisant des illusions pour surpasser Jill à chaque tournant. Wow, Jimmy n'est pas qu'un joli visage. Il montre ses compétences comme un pro. Anaros a observé les capacités inhabituelles de Jimmy alors qu'il esquivait les attaques de Jill. Attaque en faisant craquer son cou, déconcertant Quentin et Anaros. Jill, furieux du prétendu manque de respect de Jimmy, lança une féroce attaque, se vantant de son niveau de puissance de plus de 4000. Cependant, Jimmy le vainquit avec un éternuement accidentel, choquant tout le monde. Anaros expliqua la tactique de l'éternuement à Quentin, qui doutait d'elle au début. Tentant de reproduire la technique de Jimmy, Anaros fit craquer son cou. Pendant ce temps,
Iris discuta des mesures de sécurité avec Lord Percy pour le prochain tournoi principal du festival Bushan, remarquant l'attitude passive du roi. Malgré le scepticisme, Jimmy continua de gagner des combats, laissant le public perplexe face à ses victoires. Hero, ayant perdu tous ses paris, a rencontré Anna Rose, qui l'a averti des capacités de Jimmy. Sid, préparé à de telles rencontres, a révélé sa véritable force à Anna Rose. Pendant ce temps, Rose a évité d'être capturée par les Chevaliers Noirs, évitant de les blesser tout en tentant de s'échapper. Le lendemain matin, Sid réfléchissait à la nécessité de son propre slogan de bataille mais a été interrompu par Hero, qui a révélé une prime sur la tête de Rose. Sid, peu intéressé, se remémorait sa sœur, avant de s'échapper rapidement avec Hero alors que CLIR s'approchait. Plus tard, il a entendu quelqu'un jouer du piano et a décidé d'apprendre l'instrument. Il trouve en accord avec son éminence de la personne des ombres. Il a découvert qu'Epsilon était le pianiste, ce qui le déçoit mais reconnaît son talent. Elle a révélé une invitation au royaume d'Oriana, mais n'a pas d'informations sur la situation de Rose. En parallèle, Beta a informé Alexia des liens de Lord Percy avec la secte, dans l'intention de retarder son enquête. Malgré les tensions, ils ont cherché des indices dans les tunnels souterrains concernant Rose. Rose, en train de réfléchir à sa décision de faire face à Lord Percy, se souvient de ses menaces de déclencher une guerre si elle ne se rendait pas avant la fin des festivals Bushan. Rose est en mode protecteur complet, prête à tout pour garder son père en sécurité des griffes de Percy. Alors, quel est son grand plan? Épouser Sid, bien sûr. Mais attendez, elle finit par être maudite à la place. On dirait que l'univers a d'autres plans pour la pauvre Rose. Alors que la malédiction s'activait, elle croyait que le culte des Diablos l'emporterait, se sentant impuissante. Cependant, elle a rencontré Shadow jouant la sonate au clair de lune de Beethoven, lui offrant le pouvoir de changer l'avenir. En acceptant, Rose a été libérée de sa malédiction et a gagné de nouvelles capacités pour sauver son royaume. Quand des assassins de la secte ont attaqué, elle s'est jointe au Jardin des Ombres pour les combattre. En parallèle, Alexia a senti le nouveau pouvoir de Rose mais a été attaquée quand Rose a refusé de révéler son plan, se sentant coupable d'avoir mis sa amie en danger. Au cours de leur combat qui a suivi, Rose a facilement vaincu Alexia, révélant son nouveau pouvoir issu de l'ombre. Beta a reconnu la victoire de Rose et lui a souhaité bonne chance, curieux des intentions de l'ombre. Plus tard, Sid a rencontré sa sœur, CLA, qui lui a rappelé une promesse de rentrer à la maison ensemble pendant les vacances d'été. Sid, incertain de la promesse, accepta de la regarder se battre au festival de Bushan. Tandis que Sid se détend dans le salon VIP, Alexia tombe sur des informations intéressantes concernant le royaume d'Oriana dans une lettre de Beta. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Donc, même si Alexia et Beta ont eu leur désaccord, il semble qu'ils soient prêts à mettre leurs différences de côté pour s'aider mutuellement. Des objectifs d'amitié, c'est ça? En parallèle, Sid se contente de se détendre en attendant le début des événements du festival. Espérons qu'il a une bonne place pour tout voir. Dans le salon VIP, Sid rencontra Iris, qui le reconnut comme l'amie d'Alexia. Elle s'est excusée pour les problèmes survenus lors de l'incident Xénon Griffet, et a exprimé l'espoir d'une amitié continue. Sid a plaisanté en comparant leur relation à celle d'un maître et d'un chien. Iris a mentionné qu'elle gardait un œil sur Anna Rose, impressionnée par ses victoires mais déterminée à ne pas se perdre elle-même. Elle a également noté l'absence de Béatrix au tournoi, surprenant Sid par sa renommée. Alors que Sid partait se préparer pour son combat, il a ressenti une forte présence, rencontrant Béatrix, qui partageait son goût pour les cheeseburgers. Pendant ce temps, Lord Percy tentait d'impressionner Iris avec son associé Ri, discutant de sa participation au tournoi avec elle. Ils ont observé Anna Rose, tous deux planifiant de recruter de puissants chevaliers noirs pour leur royaume. Percy a remis en question l'évaluation d'Iris sur Jimmy, rejetant ses chances contre Anna Rose. Cependant, alors que Jimmy et Anna Rose se préparaient à se battre, Anna Rose réfléchissait à découvrir la technique de Jimmy tout en planifiant son attaque, confiante dans ses compétences à l'épée. Jimmy a libéré toute sa puissance, surprenant Anna Rose avec ses techniques dangereuses, et la battant lors de leur match. Malgré sa victoire, Jimmy est resté énigmatique sur sa véritable identité, laissant Anna Rose curieuse. Pendant ce temps, Iris et Percy étaient émerveillés par les compétences de Jimmy mais soupçonnaient des liens avec l'enfer et le jardin des ombres. Anna Rose félicita Jimmy et le questionna sur son véritable identité. Mais il esquiva la question. Alors qu'Iris remportait son match, Béatrix, une favorite du public, lui offrit un cheeseburger, révélant que c'était son repas préféré pour la construction musculaire. Le soir venu, Sid prévoyait de vaincre Iris lors de leur prochain combat,
malgré le fait que Claire l'attende pour le réprimander d'avoir manqué son match. Rose se prépara à utiliser sa nouvelle puissance pour sauver son royaume, sentant qu'elle était prête pour les défis à venir. En parallèle, Iris s'entraînait à l'épée, réfléchissant à ses victoires passées, et sa détermination à prouver sa valeur en tant que protectrice du royaume de Migueur. Malgré son statut royal, Iris faisait face au manque de respect de son père, ce qui la motivait à remporter le festival Bushin pour démontrer sa capacité à protéger son royaume. Le lendemain, Sid profitait de collations dans le salon VIP, offrant à Iris des conseils pour améliorer le goût du café. Béatrix les rejoignit, suscitant l'admiration de Sid pour son titre de déesse de la guerre. Pendant ce temps, Percy complotait pour manipuler Rose pour les expériences du culte et pour inciter à la guerre en empoisonnant les rois d'Oriana et de Midgard. La remarque franche de Béatrix sur l'odeur de Percy a conduit à une confrontation, où Iris est intervenue pour clarifier le malentendu. Percy s'inquiétait que ses plans soient contrecarrés par Béatrix et anticipait l'implication de Rose. Claire joue le jeu de la discrétion, combattant sans lever de drapeau rouge. Pendant ce temps, Iris se prépare pour son affrontement contre Jimmy, mais elle ne prend aucun risque. Elle peut pratiquement sentir la force qui émane de lui et planifie ses mouvements en conséquence. Alors qu'Iris se battait contre Jimmy, elle a soudainement senti sa tête se faire trancher et a perdu connaissance, tandis que Claire planifiait de punir Sid pour ne pas avoir été témoin de son combat. Pendant ce temps, Iris a repris connaissance seulement pour découvrir une de ses jambes coupée par le sort d'illusion de Jimmy. Rose, s'approchant des sièges VIP, découvrit de nombreux membres morts du culte, soupçonnant l'implication de Shadow Garden. Dans son combat contre Jimmy, Iris réalisa son pouvoir écrasant mais refusa de accepter la défaite, libérant toute sa force. Cependant, elle tomba dans le piège de Jimmy et fut défaite, choquant à la fois son père et Percy. Béatrix, impressionnée par la prouesse de Jimmy, exprima son désir de se battre contre lui. Rose apparut, s'excusant pour ses erreurs et finit finalement par mettre fin à la vie de son père. Mais Jimmy intervint, la sauvant d'une exécution. Se transformant en Shadow, Jimmy était désigné comme le bandit stylé tueur par Rose, qui admirait son héroïsme. Malgré l'attaque de Béatrix, Shadow tenait bon, préparant à lui révéler une technique secrète. Alors que la bataille s'intensifiait, Claire cherchait son frère, et Shadow se préparait à affronter la défense redoutable de Béatrix avec un sourire confiant. Shadow continuait à montrer sa domination dans le combat, esquivant sans effort les attaques d'Iris et de Béatrix tout en préparant les siennes. Malgré les tentatives d'Iris de l'atteindre avec un artefact légendaire, Shadow restait imperturbable, obtenant finalement son arme préférée, deux baramines, pour contrer les assauts de son adversaire. Alpha tend une olive à Rose, l'invitant à rejoindre Shadow Garden et offrant son aide pour sauver son royaume. Mais c'est une offre tentante. Rose, pesant ses options, voit les avantages potentiels de s'associer à Shadow Garden et décide de se lancer. C'est un coup stratégique, c'est sûr. Avec le soutien de Shadow Garden, les chances de Rose de sauver son royaume viennent de s'améliorer considérablement. Alors que la bataille se déroulait, Shadow, se présentant sous sa véritable forme, faisant face à Béatrix et Iris, montrant ses compétences de combat supérieures. Iris, frustrée par l'attitude désinvolte de Shadow envers elle, a déclenché une attaque de feu, dans une tentative de prouver sa force. Cependant, Shadow a facilement contrecarré ses efforts, et a continué à engager Béatrix dans le combat. Anaros, observant le combat depuis la gare, a été témoin de la confrontation de Shadow avec Béatrix sur le toit du bâtiment. Malgré la défense habile de Béatrix, Shadow a félicité ses capacités et a prévu de lui enseigner une nouvelle technique. Cependant, Iris est intervenue, lançant une attaque surprise par derrière. Shadow, amusé par la détermination des frères, a souligné son invincibilité face au pouvoir emprunté. Iris est en quête de sang, cherchant vengeance pour la destruction d'une ville dans le royaume Migueur. Mais Shadow, oh, il reste aussi froid qu'un concombre, pas même essoufflé. Et devinez quoi, il finit par serrer le vent, montrant sa force indomptable. Mais voici le coup de théâtre, après que Shadow ait remporté la victoire, son comportement prend un étrange tournant, laissant Iris et Béatrix se gratter la tête, perplexes. Qu'est-ce qui se passe? Ombre, les tenant sur leur garde, je vois. Alors que le pouvoir écrasant d'Ombre laissait Iris et Béatrix vaincus et perplexes, il déclara avec amusement que son temps de jeu était terminé avant d'activer son sort de bombe nucléaire. Soudain, il s'éleva dans le ciel, démontrant le pouvoir d'un dieu. Bien qu'il ait commencé son sort de bombe atomique, il l'arrêta au dernier moment, dispersant la barrière et disparaissant avec elle. Iris, réalisant l'inutilité de s'opposer à Ombre, perdit sa volonté de se battre, tandis que Béatrix se sentit intriguée par lui. Iris, vaincue et accablée,
pleurait sa défaite contre Shadow, sachant qu'elle ne pouvait jamais espérer le vaincre. Entre-temps, Sherry cherchait vengeance contre Shadow pour avoir tué son père, et Percy, regrettant d'avoir laissé Rose s'échapper, faisait face à la déception d'un membre clé de la secte des Diablos. Malgré les tentatives de réconfort de Béatrix, Iris restait désespérée. Partant de la capitale sans trouver sa nièce, elle trouva du réconfort en rencontrant Sid. Ailleurs, les membres clés du Jardin de l'Ombre continuaient à vénérer leur maître, spéculant que Shadow était au courant du contrôle de la secte sur le royaume d'Oriana. Sid se dirigeant vers l'école, il apprend la situation de Hiro. Il se trouve que Hiro travaille dur depuis longtemps à un emploi pour rembourser ses dettes. Mais attendez, il y a plus. Apparemment, Hiro s'est gagné un nouveau surnom, l'ombre démoniaque. Il a dû vraiment faire forte impression avec son dernier combat. On dirait quelque chose tout droit sorti d'un manga. À un autre endroit, Rose est arrivée dans la ville natale de Sid, où Alpha l'a informé de leur voyage à travers les montagnes. Ensemble, ils sont arrivés sur un terrain d'entraînement secret, utilisé par Shadow Garden pour les nouveaux venus. Rose a reçu la désignation numéro 666 et a été instruite de laisser sa vieille vie derrière elle, ce qui lui a causé de la tristesse alors qu'elle luttait avec la perspective d'oublier ses souvenirs avec Sid. Pendant ce temps, Sid, déguisé en ombre, a joué la sonate au clair de lune de Beethoven, et cela marque la fin de la saison 1. Les membres du Jardin des Ombres se réunissent pour discuter du manque d'activité du culte de Diablo depuis l'incident du festival. Ils apprennent qu'il y a un afflux soudain d'argent dans la ville Lawless, une zone en dehors de la juridiction nationale, ce qui pourrait déstabiliser la société. Soudain, l'odeur du sang déclenche la panique, accompagnée de l'apparition d'une lune de sang, signalant le potentiel retour d'une ancienne légende. L'ombre insiste pour gérer la situation seule, et les autres se conforment. Il cible la reine de sang régnant sur la tour cramoisie mais rencontre la résistance de la garde, le diable blanc. Ah, nous y voilà, en route pour notre réunion de l'association des Chevaliers Noirs. De la réincarnation de Sid à ma victoire épico. Festival Bushin est maintenant ma mission à la ville sans loi. Claire propose à Sid une place dans l'ordre KNS de Midgard, utilisant l'héritage de Claire. Mais Sid préfère l'autonomie. Il rencontre un vendeur proposant des animaux de compagnie, y compris une blonde familière en mauvais état. Sid ressent une familiarité mais reste silencieux. Claire mentionne sa satisfaction avec son compagnon actuel, ce qui amène Sid à s'éloigner momentanément dans Lawless City. Il repousse des voleurs de sacs jusqu'à ce qu'il soit témoin d'une attaque de ghouls déclenchée par la lune sanglante. La chasseuse de vampires Mary intervient, incitant Sid à fuir la frénésie grandissante. Pendant ce temps, Claire, en colère contre le départ de Sid, confronte une femme zombifiée, puis part à sa recherche. Ailleurs, une prostituée, fatiguée de son métier, est témoin du chaos, mais devinez qui vient sauver la situation? Nul autre que Sid, il a gagné le surnom d'ombre pour toutes les bonnes raisons. Au milieu du chaos, Mary fuit son contrat, tandis que Yuki, un dirigeant de la ville, apprend la situation. Claire découvre un corps ressemblant à Sid, mais Mary précise que ce n'est pas lui. Claire informe Claire d'un chevalier noir emporté par le laquais de la reine sanglante pour une cérémonie de sacrifice. Mary et Claire s'associent pour sauver Sid et contrecarrer l'éveil de la reine sanglante. Pendant ce temps, Sid intervient pour sauver un autre groupe, contrecarrant la tentative de Crimson d'éveiller la reine sanglante. Les dirigeants de la Tour Blanche et de la Tour Noire font des mouvements, mais Crimson reste concentré sur son objectif. Dans la ville sans loi, les deux souverains s'affrontent, mais Shadow intervient, conscient des actions de Claire et Mary. Sid affirme son rôle dans l'ombre, arrêtant Yukimi et Juggernaut. Alors que la lune sanglante se lève, le chaos s'installe avec des ghouls et des vampires semant la terreur. Sid rencontre un chasseur de vampires qui avertit d'une catastrophe imminente, mais il refuse de reculer. Adoptant son identité d'ombre, Sid sauve de nombreuses personnes. Pendant ce temps, Claire apprend du chasseur l'enlèvement de Sid par des vampires, la poussant à s'allier avec Mary pour assaillir la tour de sang. Au milieu de cela, deux empereurs de la ville sans loi interviennent, tandis que le diable blanc, désireux d'action, observe. L'arrivée de notre héros interrompt l'affrontement de l'empereur, avec Juggernaut se retirant. Yukim reconnaît l'héroïsme de Shadow pour avoir sauvé ses filles, puis s'en va. Le Shadow Garden infiltre la Blood Tower pour obtenir des informations, mais Claire et Mary entrent avec leur propre agenda. Beta, chargé d'éliminer les témoins, hésite en raison de la présence de Claire, révélant son affiliation avec le Shadow Garden. Beta recherche des données sur les individus possédés et le sang de vampires ancêtres, ce qui mène à une théorie troublante pour les vampires. Claire cherche à sauver Sid des griffes du vampire, Rose exprimant son inquiétude. La quête de rédemption de Mary suscite l'intérêt de Beta, déclenchant les souvenirs de Mary. Claire et Mary se lancent dans des chasses aux vampires pendant que Claire explore le concept de Heaven avec Mary, qui garde ses propres secrets. Au milieu du chaos de Juggernaut, Claire et Mary sont témoins de sa puissance. Claire sauve Mary, puis Mary décide de boire le sang de Claire.
Parce que c'est comme ça que les choses se passent dans le chaos central. Après avoir révélé sa véritable nature de vampire, Mary raconte l'histoire des vampires et le règne de la reine de sang Elisabeth. Elisabeth recherchait la paix entre les humains et les vampires mais a succombé à la soif de sang pendant une pleine lune de sang, provoquant la dévastation. Mary révèle la fin tragique d'Elisabeth et le plan de Crimson de l'utiliser à nouveau. Claire se confie à Mary sur sa peur d'être possédée. Déterminée à faire la différence avec l'aide de Sid. Sid aperçoit une occasion en or, mais, hélas, juste au moment où Crimson se rapproche de l'exécution de son grand plan. Le destin décide de jouer les troubles fêtes. Parler d'un coup dur, et avant même qu'il puisse dire abracadabra, Crimson rencontre sa mort prématurée, laissant son plan de ressusciter Elisabeth en suspens. Eh bien, c'est une façon de gâcher les choses. Après avoir vaincu Crimson, Shadow se demande s'il était le véritable le cerveau et décide d'enquêter dans le sous-sol de la tour. Pendant ce temps, Claire et Mary atteignent le sommet de la tour pour confronter Elisabeth, trouvant tout le monde mort. Le cœur d'Elisabeth commence à battre, signifiant sa résurrection. Elle attaque Claire, mais Shadow Garden arrive à temps pour la sauver et décapiter Elisabeth. Claire est gravement blessée, et Beta décide de gagner du temps jusqu'au retour de Shadow, bien qu'elle s'inquiète qu'il puisse être occupé ailleurs. Beta se prépare à affronter Elisabeth seule pour sauver Claire jusqu'à ce que Shadow intervienne. Après que Beta et les autres tentent de vaincre Elisabeth encore une fois, elle riposte avec une force mortelle. Le Juggernaut réintègre la mêlée, mais Elisabeth le repousse sans effort. Son pouvoir grandit alors qu'elle utilise le sang comme des aiguilles, blessant gravement Beta et le groupe. Comprenant qu'ils sont surclassés, Beta ordonne à Rose de fuir avec Claire, mais Elisabeth commence à transformer les passants en possédés. L'intervention précédente de Shadow perd son effet, et Claire commence à se transformer en possédée. Dans un rêve, Claire rencontre Aurora, qui révèle que Shadow l'a guérie de sa possession il y a longtemps. Aurora explique le combat entre les possédés et les lignées de vampires à l'intérieur. Claire y offre son aide pour contrôler ses pouvoirs. Avec l'aide d'Aurora, Claire parvient à obtenir une marque astucieuse pour contenir ses nouvelles capacités éclatantes. Claire reste perplexe en se grattant la tête alors qu'Aurora, la supposée auxiliaire, lui balance la nouvelle de sa loyauté envers le côté ombre. Et juste quand on pense que les choses ne peuvent pas devenir plus bizarres, Aurora décide de prendre le contrôle du corps de Claire comme si c'était une course Uber personnelle. Aurora arrête l'attaque d'Elisabeth et engage un combat de pouvoir. Malgré le fait que le corps de Claire ne puisse pas supporter le mouvement signature de l'ombre, l'arrivée de notre héroïne équilibre le combat. Beta réalise la défense désintéressée de Shadow envers les gens, approfondissant son admiration pour lui. Alors que Shadow confronte Elisabeth, leur bataille épique impressionne même la Reine de Sang. La récupération atomique de Shadow inverse la transformation en ghoul, restaurant la normalité. Alors que Claire fait ses adieux à Mary, Sid réfléchit à la différence entre guérir les possédés et guérir Claire. De retour à l'académie, Claire se confie à Sid au sujet de son nouveau pouvoir. Cependant, Yuki, l'empereur de la Tour Blanche, suit Sid, soulevant des questions sur ses intentions. De retour dans la capitale, Shadow rencontre à nouveau l'empereur de la Tour Blanche. Pendant ce temps, un groupe de voyous attaque le train de marchandises de Mitoshi, révélant un conflit plus profond. Ces voyous, connus sous le nom de Horde, sont employés par un prétendu adepte de la technique divine, mais en réalité, il est corrompu. Shadow Garden intervient, anticipant l'attaque en raison de la domination de Mitoshi sur le marché et des tendances de mode innovantes. Sid, utilisant l'alias John Smith, collabore avec Yukimi pour contrecarrer les plans de Jitora contre Mitoshi. Yukimi avertit Sid au sujet d'un homme nommé Jeton, signalant un potentiel problème à venir. Derrière chaque alliance coopérative, Jeton est connu comme le diable de l'épée. Smith révèle son plan pour détruire les alliances afin de reconstruire son propre marché. Il a l'intention de laisser Mitoshi être détruit par les alliances puis de créer un nouveau marché coopératif, en invitant la clientèle de Mitoshi. Cependant, les alliances introduisent leur monnaie papier, similaire à celle de Mitoshi, mais avec une acceptation plus large. Sid voit une opportunité de contrefaire les billets des alliances, mais Yukimi le met en garde. Des conséquences, car les alliances sont les seules à avoir des billets de banque dans le royaume. Le plan de Smith est contrecarré, le laissant frustré. Smith presse Yukimi de reconsidérer, suspectant qu'il vise à profiter rapidement et à quitter le marché. Malgré la confirmation de Yuki, Smith abandonne son plan de profit. Lors d'un repas dans un stand, Smith rencontre Delta, qui révèle qu'elle est dans la capitale sur les ordres d'Alpha pour chasser des bandits avec lui. L'oubli de Delta concernant la rencontre avec Alpha l'inquiète, car Alpha a autorité sur elle. Sid accepte de rejoindre Delta dans la chasse aux bandits, où il rencontre le frère de Delta,
que Delta tue en raison de la règle de son clan favorisant la force. Sid envisage de visiter le village de Delta, où Delta suggère que Sid devienne leur chef pour engendrer de nombreux descendants, une idée que Sid rejette. Chez Mitoshi, Gamma est aux anges, se vantant à Alpha au sujet de leur domination totale du marché. Parce que, vous savez, rien ne crie amusement comme parler boulot de domination de marché. Mais juste quand ils commencent à comploter sur leur prochain grand coup, flash info. Des intrus interrompent la fête, perturbant leur petite séance de réflexion. Gamma demande l'autorisation d'Alpha pour gérer les intrus, accompagnés d'Omega et d'elle-même. Ces intrus, venus de l'Alliance, tentent d'attaquer Alpha, sans se rendre compte qu'ils font face au Jardin des Ombres. Malgré l'effort du leader pour tuer Gamma, elle reste indemne. Le manque de compétences de Gamma conduit à une attaque maladroite, mais, finalement, elle réussit à atteindre sa cible avec un coup de chance. Garda reçoit des questions sur l'échec, en soupçonnant l'implication de MCAS, et ordonne à Garda de les faire taire. En réalisant son erreur d'avoir sous-estimé la force du Jardin des Ombres, Getin reconnaît les ressources décroissantes du culte en raison de leur perte. Getin cherche à utiliser l'Alliance pour gagner du pouvoir et se venger de Shadow. Entre-temps, Sid perd délibérément face à Alexia. En pratique, reconnaissant ses compétences améliorées, Alexia exprime son désir de devenir plus forte après s'être sentie impuissante lors d'un incident précédent avec Rose. Cependant, Sid est préoccupé par une autre tâche, supervisant la production de faux billets. Lors d'une rencontre avec Yuki, Sid apprend que des répliques exactes des billets de l'Alliance ont été créés. Yukami confie à Sid la gestion de la situation, mais elle lui interdit de cibler Getin, car elle désire se venger elle-même. Gamma informe Alpha que de faux billets de l'Alliance circulent sur le marché, suscitant des inquiétudes quant à une potentielle crise financière. Darter découvre également l'infiltration de faux billets, réalisant ses implications. Pendant ce temps, Shadow Garden infiltre un train de marchandises, rempli de fausses notes destinées à la ville sans loi. Smith, en se révélant, neutralise les intrus avec ses forces. Hug, donc ses prétendus héros essaient de s'enfuir. Mais surprise, Smith, le maître ninja incroyable, les arrête net. On dirait qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Smith apporte du renfort. Avec leur plan d'évasion grandiose qui échoue lamentablement, ils n'ont plus d'autre choix que de fuir comme des poltrons. Cas classique de mission, échec. Rose et ses associés, chargés d'éliminer John, échouent et rapportent leur échec à Alpha. En réponse, Alpha envoie Delta pour s'occuper de John, avant qu'il ne perturbe davantage l'économie du royaume. Malgré la nature sauvage de Delta, elle lutte contre les capacités de John. Sid intervient, utilisant ses fils pour restreindre Delta et détruire les débris environnants. Sensing la présence de John, Delta réalise sa véritable identité en tant que Sid. Sid, le parleur habile, convainc Delta de se taire sur sa mission top secrète et lui présente une carotte plus juteuse, éliminer Juggernaut à Lawless City. Delta saute pratiquement sur l'occasion, désireuse de mordre à pleines dents dans ce nouveau job. Elle s'en va, pleine d'énergie et prête à se faire un nom. Cependant, sa disparition amène Shadow Gordon à croire qu'elle a péri à les mains de John Smith, coïncidant avec l'influx de billets de banque contrefaits sur le marché. Alpha, réalisant les véritables intentions de John Smith, devenant furieuse, décide de l'affronter elle-même. Pendant ce temps, Beta rapporte la prétendue mort de Delta à Sid, qui feint l'ignorance mais donne à Beta un code secret à déchiffrer. Alors que Sid continue ses activités de John Smith, Alpha arrive pour l'affronter. Alpha reconnaît immédiatement la véritable identité de Sid, en tant que Shadow, mais est déconcertée par sa trahison. Elle s'enquiert de Delta, et Sid prétend l'avoir envoyé ailleurs. Cette révélation met Alpha en colère, qui se sent impuissante à aider Sid. Dans un accès de frustration, Alpha attaque Sid avec sa forme de brume, mais Sid la repousse, avec une puissante onde à cause du manque d'encombrement de la brume. Pendant ce temps, Juggernaut et Yukimi rassemblent des bénéfices, mais la découverte de faux billets menace les principales coopératives. Alliance et attire l'attention des autorités. Sid et Yukimi décident de mettre fin à l'opération de faux billets. Au cours de cela, Yukimi partage son passé avec Sid, révélant son implication dans un échec d'arrangement matrimonial entre tribus après la mort de son protecteur Shiva, et le fait qu'elle a été choisie pour épouser Gan, le fils du chef du village parmi les loups. Soudain, le tumulte éclata dans le village de Yuki, entraînant la perte de contrôle et blessant mortellement la mère de Yuki. Dans un accès de rage, Yukimi affronta Gan, mais il finit par la tuer également. Malgré l'attaque fatale, Yukimi survécut miraculeusement et trouva refuge dans un bordel. Déterminée à se venger, elle gravit les échelons et acquit du pouvoir, motivée uniquement par son désir de se venger de Gan. Pendant ce temps, à Motoshi,
L'atmosphère devint sombre alors que le départ de Shadow et la fermeture imminente des banques MC a instillé un sentiment de désespoir. Alpha, se sentant abandonné par Shadow, reçut un rapport de Gamma concernant l'effondrement imminent du crédit, signalant la mort imminente de Motoshi. Cependant, une nouvelle révélation a émergé, le culte de Diablo prévoyait d'inonder le marché avec des faux billets pour faire faillite à Motoshi. Alpha a réalisé que Shadow avait contre-attaqué ce plan en faisant circuler ses propres faux billets. Beta a délivré un message de Ra, déchiffrant le message secret de Shadow, et révélant son plan pour sauver Motoshi. Alpha a appelé Delta, réalisant que Shadow l'avait envoyé en mission secrète. Pendant ce temps, Sid a apprécié un moment de paix après avoir appris que Yukimi cherchait à se venger, et non à s'enrichir. Cependant, toutes les pièces d'or ont disparu de sa caverne et des inquiétudes sont apparues concernant les rapports de Yuki. Juggernaut soupçonnait Gaten d'avoir volé l'argent. Mais Yukimi avait déjà confronté Gan, choisissant de ne pas le tuer malgré sa colère, car elle avait toujours des sentiments pour lui. Ne pouvant tolérer l'insulte, il a consommé une pilule de sang du culte de Diablo, renforçant ainsi son pouvoir. Il tenait Yukimi à sa merci, mais John est arrivé juste à temps pour l'affronter et engager un combat féroce. Malgré les tentatives de Gan de le dominer, John l'attaquait sans relâche. Pendant ce temps, Juggernaut a interrogé Gaten pour obtenir des informations sur l'argent manquant, mais Gaten est resté dans l'ignorance. Dans un accès de rage, Juggernaut a battu Gaten à mort, qui, avant sa mort, a confié à John la tâche de s'occuper de Yuki. Suite à la mort de Gaten, John a utilisé ses capacités pour guérir Yuki, déclenchant sa souvenance de l'acte passé de John lui ayant sauvé la vie lors de l'attaque de Gan. Avec l'effondrement de MCA et la disparition de l'argent, Yukimi est revenu et a appris l'existence de Shadow Garden et de Motoshi, dirigé par Shadow. Alpha a révélé que Gaten avait été influencé par le culte de Diablo. Pour combattre le culte, Alpha a suggéré que Yukimi rejoindre Shadow Garden, une offre que Yukimi accepta. Pendant ce temps, Sid, se sentant anxieux à propos des conséquences de son plan trompeur, s'engagea dans un voyage en solo pour apprendre une technique secrète. En cherchant quelque chose avec Delta, Sid partit brusquement, laissant Delta pour découvrir quelque chose d'enterré, mais Sid était déjà parti, laissant Delta seul. Shadow entreprit un voyage pour chercher des réponses et découvrir son véritable but de devenir une éminence dans l'ombre. Avant son départ, Sid laissa 6 billets pour les sources chaudes de Motoshi afin que ses amis puissent profiter d'une journée. Tiro et Miro se précipitèrent vers Motoshi pour inviter la fille. Les employés utilisent ces billets VIP offerts par Sid. Cependant, leurs plans ont pris une tournure dangereuse car ces billets étaient en réalité des billets VIP fournis par Shadow, ce qui a créé de la confusion. Pensant que Shadow avait l'intention de transmettre un message secret à travers ce rendez-vous en groupe, une réunion d'urgence a été convoquée et Alpha a demandé la signification des sources thermales. L'esprit de Théa décide de faire un petit tour dans la rue de ses souvenirs, tout grâce à ses sources thermales brûlantes. Il s'avère qu'ils ont eu un éclair de génie, se remémorant un moment où ils sont tombés sur des informations croustillantes concernant les larmes du dragon. Ouais, apparemment, ils ont eu l'info d'une pauvre âme sur son lit de mort pendant qu'ils étaient à la recherche d'un membre de culte. Parce que, vous savez, rien ne crie une journée de spa relaxante, comme se remémorer des confessions sur un lit de mort. Shadow croyait que les larmes de dragon étaient un précieux artefact ancien, et a ordonné aux filles de le chercher. Après 3 jours de fouilles, elles ont découvert une source chaude, coïncidemment, située là où Motoshi avait récemment construit leur parc de sources chaudes. Cela les a amenées à croire que Shadow leur avait confié une mission secrète liée aux larmes de dragon. Cependant, seules 3 filles pouvaient partir en mission, ce qui a conduit à un conflit parmi les 7 ombres. Finalement, Zeta, Beta et Delta se sont révélées être les gagnantes grâce à un jeu de pierre-papier-ciseaux. Malgré leur excitation, Sid était visiblement contrarié depuis leur point de rendez-vous, ce qui a causé de la frustration au sein du groupe. Alors que Po et H assuraient à tout le monde que Sid arriverait finalement, les filles ont décidé de profiter de leur temps aux sources chaudes. Cependant, elles ne pouvaient pas se défaire de leur inquiétude concernant l'absence de Sid, et la possibilité d'un message secret de sa part. Alpha a émis l'hypothèse que Sid pourrait avoir orchestré cette détente comme un moyen de compenser le récent tumulte causé par l'opération de contrefaçon. Pendant ce temps, Zeta se souvenait d'une légende urbaine entourant les larmes de dragon. L'histoire tournait autour d'une princesse qui avait élevé un bébé dragon en temps paisible. Cependant, lorsque la guerre a éclaté, le dragon s'est vaillamment battu pour protéger la princesse et le royaume. À son retour de bataille, le dragon a trouvé la capitale détruite et la princesse près de la mort. Accablé par le chagrin, le dragon a laissé tomber une larme qui a causé une énorme inondation. Miraculeusement, cette inondation a apporté une essence de vie qui a sauvé la princesse. Quand elle s'est réveillée, le dragon avait disparu, laissant derrière lui la légende des larmes de dragon.
tandis que les filles profitaient des bonnes vibrations aux sources chaudes. Miro et Pen pensaient qu'ils seraient malins en essayant d'espionner. Mais tiens-toi prêt, car Etia fond sur eux comme la gardienne de la vie privée, prête à exécuter quelques mouvements de défense personnelle. En parallèle, Zeta a détecté une lecture magique venant du sous-sol, leur rappelant les larmes de la princesse légendaire. Alors que les filles profitaient de leur temps aux sources chaudes, les taquineries d'Etia ont causé un désarroi émotionnel à Beta, qui se sentait diminuée et indigne aux yeux de Shadow. Delta s'est jointe aux plaisanteries, exacerbant le tourment de Beta. Cependant, les larmes de Beta ont déclenché de manière inattendue une réaction de l'âme du dragon, qui est restée loyale à la princesse de la légende. Les filles se sont unies pour affronter l'âme du dragon, Alpha utilisant finalement son attaque signature pour la libérer de ses liens. Avant de partir, le dragon a fait ses adieux à la princesse, apportant une conclusion à la rencontre. Pendant ce temps, Sid a poursuivi son voyage, se retrouvant dans le royaume d'Oriana au milieu du tumulte et de la guerre. Mary, une gardienne du royaume, souffrait des actions oppressives des soldats prenant de force des fournitures aux citoyens. 2 membres du Jardin de l'Ombre, y compris Rose, étaient également présents sur une mission à Oriana. Rose, dévastée par l'état de son pays natal, s'en voulait pour sa propre faiblesse. Bien qu'elle ait rejoint le Jardin de l'Ombre pour obtenir du pouvoir et sauver son royaume, leur chef de mission, identifié sous le code 559, a spécifiquement demandé la participation de Rose, peut-être en raison de sa connexion unique avec l'ombre, contrairement aux autres, qui ont reçu leur pouvoir par d'autres moyens. Cependant, Rose se sentait encore inférieure à 559 en termes de force et de capacité. Alors que les tensions montaient dans le royaume d'Oriana, les actions du culte se sont intensifiées, visant la mère de Rose pour déverrouiller un sceau et récupérer une bague. Le code numéro 559, un loyaliste de Shadow, était déterminé à tuer tout le monde, y compris la reine. Rose est intervenue pour sauver sa mère, mais 559, se sentant trahi, a tenté d'éliminer Rose et tous les autres présents. Malgré les efforts de 559, Rose a réussi à protéger sa mère et à rentrer chez elle en toute sécurité. Cependant, l'influence du culte persistait sur Rose, exerçant un contrôle sur ses actions. Pendant ce temps, au jardin de Shadow, la situation était désastreuse car les filles avaient lutté sans relâche pendant 3 jours. Cependant, Shadow est intervenu, guérissant les filles épuisées et permettant à 559 de éliminer le dernier ennemi restant, le premier enfant du culte. Bien qu'étant membre du club de fans de Shadow, 559 a mis ses sentiments personnels de côté pour remplir son devoir et rapporter la trahison par le numéro 666. Inquiet pour l'avenir de Rose, Sid a remarqué une affiche annonçant le mariage de Rose, ce qui entrait en conflit avec ses plans. Si Rose devait se marier, cela perturberait les ambitions de Sid pour qu'elle devienne la prochaine souveraine du royaume d'Oriana, potentiellement permettant à Purvasad de s'emparer du trône. Ainsi, Sid, le coach de vie autoproclamé, décide que c'est son noble devoir de diriger Rose, loin du bord du désastre matrimonial. Parce que, vous savez, qui a besoin d'un mariage heureux lorsqu'on peut avoir un avenir chaotique, n'est-ce pas? Avec son chapeau de fauteur de troubles bien en place, il se met à saboter son imminent mariage et à assurer sa place dans le grand plan d'Oriana. Parce que rien ne dit ami utile comme jouer avec la vie amoureuse et le destin de quelqu'un. Lambda informe Omega de la trahison de Rose. Lambda, se sentant responsable en tant qu'ancien instructeur de Rose, sait que les 7 ombres ne peuvent pas intervenir maintenant que l'ombre est impliquée. Sid prévoit d'infiltrer le château royal sans son capuche d'ombre pour arrêter le mariage de Rose avec Purvasat. À l'intérieur du château, Purvasat interrompt Sid et Epsilon. Epsilon échoue à tromper Purvasat sur l'état de Rose. Purvasat s'intéresse à Sid, lui permettant de rester s'il se produit. Sid joue la sonate au clair de lune, volant des bijoux tout en distrayant les autres. Epsilon intervient pour protéger Sid. Alors que les autres étaient préoccupés, Sid remarqua une bague dans la poche de Purvasat et la volait habilement en utilisant un fil. Avec une clé en main, Sid explora le château, guidé par une servante affectueuse. Margaret, une autre servante, entendit un intérêt pour l'emploi de Sid mais elle a recommandé sa propre famille. Curieuse à propos de Rose, Sid a pressé Margaret, qui a révélé de la rancœur envers Rose pour l'état du royaume. Finalement, Margaret a divulgué l'emplacement de Rose. Profitant de l'occasion, Sid s'est éclipsé mais a fait face à un garde jaloux. Après avoir vaincu le garde, Sid a trouvé Rose enfermée. Il lui a rappelé sa détermination passée en tant que chevalier noir, mais Rose avait perdu foi. Purvasat est arrivé, menaçant Rose au sujet de sa mère. Epsilon apprend la situation de Rose et a une idée lumineuse. Sid doit avoir concocté un plan pour permettre à Rose de voir un autre jour. Laissez à Sid le soin de transformer chaque situation en une partie d'échec stratégique. Cependant, il reste inconscient que Sid possède le porte-clés qui pourrait déclencher une explosion significative, que Purvasat détient.
Sid revient après un bain, partageant avec Epsilon et Victoria son plan, qu'il affirme être à moitié achevé et qui perturbera les plans du culte. La mère de Rose entre habillée de manière provocante, confirmant les soupçons que elle avait une liaison avec Purvasat, menant à la manipulation du roi et à l'implication forcée de Rose avec Purvasat. Sur un autre front, Zeta découvre une base du culte mais trouve l'objet recherché manquant. Pendant ce temps, Epsilon divertit en tant que musicien lors de la pré-mariage cérémonie pendant que Sid s'amuse en tant qu'apprenti. Margaret, une fois de plus, s'approche de Sid, exprimant des inquiétudes au sujet d'un garde suspect et accusant Epsilon de freiner la carrière musicale de Sid, provoquant des tensions. Sid s'échappe de la confrontation et se produit de manière provocante, ce qui entraîne le réprimande de Margaret. Epsilon décide de donner quelques leçons à Sid sur la situation de la rose noire dans le royaume d'Oriana. Et qu'il aurait cru, l'intérêt de Sid est éveillé plus vite que l'on peut dire parce que rien n'évoque le mystère comme un royaume enveloppé dans un symbolisme floral sombre, n'est-ce pas? Au début, Sid est un peu lent à comprendre, confondant la rose noire avec une sorte de organisation louche plutôt qu'un phénomène évident. Cependant, sauver la reine passe en priorité. Sid surprend une conversation entre la reine et Purvasat, révélant leur plan de tuer Rose après le mariage. Armé de cette information, Sid part avant qu'ils ne puissent exécuter leur plan. Plus tard, Shadow apparaît devant Rose, qui craint d'abord pour sa vie. Cependant, Shadow l'emmène dans la chambre de sa mère, où elle découvre la vérité sur la mort de son père et l'implication de sa mère. Submergée par la culpabilité et le choc, Rose s'évanouit, et Shadow la ramène dans sa chambre. Après son réveil, Rose lutte avec les vérités choquantes, mais trouve du réconfort dans la présence de Sid. Il l'aide à naviguer dans ses émotions et ses priorités, laissant le bijou derrière comme symbole. Sid est soulagé par la décision de Rose de rejeter Purvasat et d'exposer sa trahison envers le roi et la reine. Quand Rose porte le bijou, cela déclenche un enregistrement laissé par le roi, exposant la trahison de Purvasat et l'organisation qui le soutient, tandis que le trône est également transmis à Rose. Cette révélation conduit à une mort rapide de Purvasat aux mains de la nuit au-delà. Les hommes, déclenchant l'appel de la destructive Black Rose. Ragnarok se fixe sur Rose pour un peu de chaos pur et simple. Entre Shadow, sur scène à gauche, volant au secours comme un chevalier noir en armure étincelante. Shadow jette le gant, protégeant Rose des dommages et donnant à Ragnarok un avant-goût de son propre remède. Mais voici le coup de théâtre, dans le feu de Hell. Action, la Black Rose perd finalement un bras. Aïe! Ça semble que même les méchants ne sont pas immunisés contre un peu de dommages collatéraux. Alpha a reçu le message concernant Ragnarok, une créature destructrice menaçant la lance. Tandis qu'Eddie envisageait d'envoyer un navire pour assistance, Alpha avait confiance dans les capacités de Shadow à gérer la situation. Shadow a demandé de l'aide à quelques filles de Shadow Garden pour s'occuper des sbires du dragon pendant qu'il affrontait le dragon lui-même, déviant facilement ses attaques d'un seul coup. Pendant ce temps, Epsilon et Beta ont confronté le chevalier au-delà des hommes, Mordred, qui manie de puissants artefacts elfes. Reconnaissant les artefacts, Epsilon et Beta visent à les récupérer, surprenant Mordred par leur force. Avant de porter un coup final, ils ont cherché des informations sur le culte auprès de lui. Ainsi, alors que Rose se lance dans l'action pour protéger les citoyens du chaos du dragon, Margaret, autrefois la reine des roulements d'yeux par mépris, connaît un changement de cœur majeur. Il s'avère qu'apprendre la vérité sur la mort de son père bouleverse sa vision du monde, et elle finit par voir Rose pour ce qu'elle est vraiment, la reine légitime. Margaret passe de sceptique à soutien en un temps record, tendant la main à Rose, pour aider les civils à se mettre en sécurité dans la cave souterraine du château. Pendant que Sid combattait le dragon avec confiance, le considérant comme un boss de jeu vidéo, il maîtrisait sans effort la créature avec ses cordes magiques. Cependant, Rose est intervenue, incitant Sid à aider les citoyens pendant que Shadow s'occupait du dragon. Epsilon et Beta décident de prendre les choses en main, s'associant pour apporter abattre Mordred, le membre de culte du voisinage pas si amical. Avec des mouvements stratégiques et une pincée d'intimidation, ils ont réussi à faire parler Mordred sur les activités louches du culte. Mordred a accepté de partager des informations sur les royaumes, des mondes parallèles qui se croisent avec le nôtre. Ces royaumes apportent de la magie lorsqu'ils entrent en collision avec notre monde, entraînant des changements drastiques dans la biosphère et accordant de la magie aux survivants. Le culte de Diablo cherche à exploiter cette puissance, en utilisant des artefacts, comme la main de Diablo pour invoquer des créatures comme Ragnarok. Le culte a tenté de créer un nouveau royaume après la destruction de Ragnarok, visant à revendiquer un sang royal en paiement de leurs services. Cependant, l'intervention de Shadow a contrecarré leur plan, conduisant à la tentative désespérée de Mordred d'absorber les pouvoirs de Ragnarok. Impassible, Shadow l'a vaincu et a libéré une déflagration atomique, montrant ainsi son immense puissance. L'explosion a envoyé Shadow dans un trou noir,
transportant les personnages de retour à la Terre, où Nishino, maintenant âgée de 20 ans, cherche ses amis dans un monde changé. Soudain, elle est attaquée par des kidnappeurs, mais Sid réapparaît et la sauve une fois de plus. Alors que Sid fait irruption, la saison 2 se termine, laissant l'histoire ouverte à de nouvelles développements.